Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Ricci, coach professionnel spécialisé en souffrance au travail, et ici je vous raconte les histoires d'Emmanuel Piquet dans lesquelles il est question de l'école de Palo Alto. Dans l'épisode qui suit, nous nous retrouvons avec Emmanuel pour décrypter, comprendre ce qui a bloqué ou permis aux patients d'avancer. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. C'est votre épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et vous allez pouvoir poser toutes les questions pour lesquelles vous aimeriez avoir des réponses, des pistes, des lectures, des traductions de ce que vous pourriez faire, améliorer, changer pour vous aussi avancer dans vos problématiques. À la suite de l'écoute de cette histoire, posez-nous sur Spotify, Instagram, LinkedIn ou même par mail tout ce que vous voudriez qu'Emmanuel clarifie. Dans l'épisode suivant, nous répondrons à toutes vos questions. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de femme, mais tout de même elle est un peu teintée. C'est l'histoire de Marie, Marie la Sainte. Elle est assise face à son médecin généraliste. Elle parle vite et elle se tord les mains. Ça ne me ressemble pas à ce qui se passe dans ma vie ces derniers temps. Et ça l'inquiète. Parce que elle n'a pas du tout envie, mais du tout, que ça s'accélère ou que ça s'amplifie. Or, elle sent bien que c'est déjà le cas, comme si, depuis quelques mois, elle avançait sur une ligne de crête absolument vertigineuse, dont le vide l'attirait irrésistiblement parfois. Et d'ailleurs, de plus en plus souvent, dit-elle. Elle a, comme disent les médias et aussi sa famille, une certaine charge mentale en ce moment. Mais d'habitude, ça ne lui fait pas peur parce qu'elle a déjà connu des périodes bien plus intenses dans sa vie, sans qu'apparaisse ce genre de perte de contrôle inquiétante dont elle voudrait parler à son médecin de famille. Oui, parce que ce médecin-là, c'est le seul auquel elle se confie malgré sa honte. Il faut qu'il l'aide à se sortir de cette épouvantable situation. Elle a envie de profiter de la retraite de son mari Thibaut. Lui, il ne travaille plus depuis quelques mois et elle a l'impression qu'elle est en train de tout gâcher. À la question que lui pose le médecin sur la surcharge qui est la sienne actuellement, Marie explique qu'elle a en effet un emploi du temps plus rempli qu'auparavant. Et ça, c'est pas depuis très longtemps. Mais en même temps, il y a eu 2 événements majeurs qui se sont succédés au sein de la famille. La naissance du petit Louis d'abord, plaisir immense pour la toute nouvelle grand-mère qu'elle est, et qui s'en occupe tous les mercredis, pendant que Thibaut, vous vous rappelez, Thibaut c'est son mari, pendant que Thibaut dîne avec son groupe d'amis de toujours. Et aussi, de temps en temps, le soir, pour que les enfants puissent avoir quand même une vie de couple, mais pas plus d'une fois par semaine. Vous savez pourquoi ? Parce que cela fatigue le grand-père de Louis d'avoir un enfant en bas âge dans la maison. Et en même temps que cette naissance, il y a dans sa charge mentale un autre élément. La décision prise par les frères et sœurs de son mari, vous vous rappelez Thibaut, de déménager leur maman en maison de retraite, pas loin de chez Marie et Thibaut. Le critère de la proximité a été un vrai critère pour que la vieille dame soit moins déboussolée. Oui, parce que la vieille dame est tellement habituée à côtoyer sa belle-fille, à côté de laquelle elle vivait depuis 20 ans. Alors Marie l'a accompagnée du mieux possible pendant le déménagement. Et elle va la voir 4 à 5 fois par semaine depuis pour qu'elle ne se sente pas abandonnée, pour que tous ses repères ne disparaissent pas en même temps. Elle y tient. Elle aime beaucoup sa belle-mère, même si cette dernière semble, de l'avis de tout le monde, de plus en plus acariâtre. Et même si cela vient s'ajouter à tout ce dont elle s'occupe à la maison, pour que la vie familiale élargie soit la plus harmonieuse possible. Et puis, si je ne le fais pas, dit-elle, qui s'occupera d'elle ? Elle n'en a plus pour très longtemps. Il faut que ces derniers jours soient
le plus doux possible, dit-elle au médecin. Ce médecin, qui pourrait être un astucieux thérapeute, se dit que il serait sans doute trop tôt pour répondre à Marie. Je ne sais pas. Votre mari, par exemple, pourrait s'occuper d'elle. Mais Marie poursuit son récit. Un dimanche, il y a un mois, je suis comme sortie de mon corps. Quand j'ai lancé un verre par terre devant notre famille médusée, et j'ai utilisé un vocabulaire si grossier que j'en rougis encore en vous en parlant. Thibaut avait simplement demandé si j'avais utilisé du bon vin blanc pour ma sauce. Oui, évidemment, j'avais pris le Saint-Véran qu'on était en train de boire, pas de la piquette. Il faut vraiment être un gros connard pour poser cette question de merde, ai-je répondu en jetant violemment mon verre sur le sol. Le verre ne s'est brisé qu'en quelques morceaux, comme si au dernier moment mon geste avait été ralenti par une partie de moi qui reprenait contact avec la réalité. Thibaut m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais rencontré auparavant. Et puis, voyant mon air navré, il a dit à l'assemblée dans un sourire plein de compassion: « Maman est fatiguée en ce moment, avec tout ce qu'elle a sur les épaules. » Mes enfants ont renchéri. « Oui, c'est ça, tout ce qu'elle fait pour tout le monde, tout le temps. Les gens sont vraiment égoïstes. » Elle poursuit son récit au médecin. Pendant que je ramassais les morceaux, terriblement honteuse, avec la tête qui tournait légèrement, ma fille aînée a dit qu'il était quand même inadmissible que ce soit moi qui assure toutes les visites à bonne maman, alors que même ses propres enfants n'y allaient qu'1 à 2 fois par mois. Mon époux lui a dit de se mêler de ses affaires, que c'était moi qui souhaitais que cela soit ainsi, car en réalité, personne ne me l'imposait. La cadette a répondu assez perfidement à sa sœur que faire la babysitter tous les mercredis et plusieurs soirées par mois ne devait pas non plus m'aider à être moins surchargée. Et l'aînée a rétorqué que c'était abusé ce genre de reproche de la part de quelqu'un qui venait encore faire laver son linge par maman à 25 ans passés et qui se faisait entretenir tous les dimanches midi sans jamais apporter ne serait-ce qu'un dessert, une bouteille de vin ou tout simplement aider à faire la vaisselle. Les enfants ont commencé à se disputer, ce qui a fait que je me suis sentie encore plus coupable d'avoir ainsi gâché le repas dominical. Thibaut, mon époux, a conclu en disant qu'il fallait que j'apprenne à être moins exigeante avec moi-même, à savoir, par exemple, faire des repas plus simples, ce que personne ne me reprocherait. Et précisément, cela sonnait comme un reproche, exactement comme un reproche. Finalement, j'ai proposé qu'on change de sujet, j'ai présenté mes excuses d'avoir gâché le repas. Le médecin écoute patiemment et elle poursuit. Il n'en a plus été question, même si j'ai eu l'impression désagréable qu'avec ma fille, il y avait un truc où elle m'observait avec une forme de circonspection depuis. Je les comprends parce que moi-même, je m'observe avec un peu de circonspection. Et puis, il y a eu cet épisode horrible il y a 10 jours. Et ça, je ne peux vous le dire qu'à vous, parce qu'en vrai, je suis encore sous le coup de la terreur. Il y a 10 jours, il y a une voix très rauque qui est sortie de ma gorge. J'étais dans la chambre de ma belle-mère qui se plaignait à juste titre qu'elle avait raté son brushing, et je lui ai sorti des grossièretés abominables, avec un vocabulaire que je ne me savais même pas posséder. Je préfère pas vous répéter les mots en question parce que c'était vraiment ignoble. Par chance, j'ai l'impression que la vieille dame, un peu sourde, n'a pas entendu. Et je suis repartie assez vite après, très secouée, en me demandant si j'allais finir par devenir, malgré moi, quelqu'un de maltraitant avec les personnes âgées, comme je l'ai vu dans certains reportages en EHPAD ou en caméra cachée. Et puis, autant vous l'avouer, il y a aussi des crises très très problématiques qui ne me ressemblent pas du tout non plus.
Souvent le mercredi, après avoir mis à la sieste mon petit-fils, je me jette sur des biscuits apéritifs et des chips à 15 heures. Et très souvent, j'y associe une bouteille de vin que je vais chercher à la cave. Quand je la vide ensuite dans l'évier, je dissimule ainsi les indices de mon débordement. Mon mari n'y voit que du feu et je suis obligée de remarquer qu'il n'en reste pas beaucoup, en tout cas de moins en moins à la cave. Heureusement, à chaque fois, la durée de la sieste du petit Louis me permet de retrouver à peu près mes esprits. Mais je me sens alors terriblement déçue de moi. Et je m'oblige à reprendre rapidement le contrôle de ma vie. Dites, docteur, quel genre de femme suis-je devenue? Une alcoolique? Une boulimique? Une créature bourrée de compulsions indignes et ingérables? Une mauvaise femme? En fait, l'inverse de ce que je suis, au fond, ou en tout cas, de ce que je croyais être, et ce que je voudrais furieusement redevenir. Marie raconte au médecin qu'elle sait que ces crises ont un impact visible sur son comportement général, parce qu'elle voit bien que Thibault la regarde tous les mercredis soirs d'un air soupçonneux. Récemment, il a fermé la porte de la cave à clé et il lui a dit « Est-ce que tu es sûre que garder Louis tous les mercredis est une bonne chose ?» Ça l'a fait se sentir encore plus coupable. Elle a répondu que il n'y avait aucun problème. Puis elle s'adresse à son médecin. « Est-ce que je deviens folle, docteur? Est-ce que je deviens alcoolique? Est-ce que je dois prendre des médicaments pour les troubles de l'humeur? Pensez-vous que je pourrais devenir dangereuse pour les autres? Est-ce que je dois arrêter de m'occuper de mon petit-fils? » Marie est une femme qui prend en charge depuis très longtemps les tâches que son mari et ses proches lui délèguent, parce que eux n'ont pas envie de les accomplir. Et comme souvent dans ce genre de situation, chacun lui demande d'arrêter de prendre en charge ce que les autres devraient être capables et désireux de faire eux-mêmes, à l'exception bien sûr de celui qui lui conseille de le faire. On lui dit « Arrête de prendre tous les autres en charge, tous sauf moi ». Elle circule de façon très désordonnée aujourd'hui. Elle est dans une espèce de continuum qui s'étend d'un premier point, celui de la sainte, l'épouse, la mère, la belle-sœur, la belle-fille et la grand-mère parfaite, pleine de ressources et d'abnégation, au point opposé, celui de l'ogresse égoïste, grossière et immoralement compulsive. Chacun d'entre nous se promène dans ce continuum. Et très rares sont ceux qui ne sont que saints, tout comme très rares sont ceux qui ne sont qu'ogres, lui dira le médecin. Et vouloir rester en toutes circonstances du côté de la sainteté génère souvent, à plus ou moins long terme, la rage de l'ogresse qui se trouve injustement mise au placard alors qu'elle a, elle aussi, énormément de choses à dire. Et notamment que Marie est au bord du burn-out. Cela signifie que si Marie continue à tout mettre en œuvre pour faire taire l'ogresse qui est en elle, à l'enfermer dans la cave pour que personne ne la voie, pour qu'elle ne vienne pas perturber l'équilibre de sa vie conjugale et familiale, jusque-là presque parfaite, alors les épisodes qui la rendent si malheureuse vont continuer à se produire. Le médecin de famille, qui est sans doute un systémicien, lui dira avec beaucoup d'affection peut-être que l'ogresse a de bonnes raisons de se manifester puisque personne ne veut l'écouter. Que l'ogresse est peut-être là pour l'aider à cesser de prendre en charge les gens qu'elle aime parce que, en faisant cela, elle les rend logiquement de plus en plus paresseux et égoïstes. Et elle rend ainsi sa vie totalement impossible. Que face à cette sainte ancestrale et valorisée par tous, l'ogresse n'a pas d'autre choix que de hurler de façon tonitruante à l'intérieur d'elle-même pour la faire exploser malgré elle,
puisque elle, cette ogresse-là, n'a jamais voix au chapitre. Peut-être que le médecin lui proposera de trouver une façon de remettre le curseur un peu plus au centre de sa vie, un peu plus au centre du continuum, en laissant des places à l'ogresse, afin qu'elle n'ait plus besoin de gesticuler dans tous les sens, afin qu'elle se sente écoutée, afin qu'elle ne soit plus contrainte d'utiliser la violence. Elle pourrait par exemple laisser l'ogresse dire à son mari que désormais s'occuper avec ses frères et sœurs du planning des visites de leur mère lui revient, qu'elle-même n'assurerait plus qu'une visite par semaine. Et elle pourrait tenir, malgré le regard déçu, malgré le planning non respecté, malgré les demandes de dérogation qui ne manqueront pas d'arriver très vite, et de toutes parts. Malgré, en somme, les exhortations de tout son entourage, de reprendre sa capeline de sainte, celle qui faisait qu'on l'aimait tant, cette adorable Marie, elle pourrait, certains soirs, l'ogresse, rester vautrée sur le canapé à lire un roman et répondre à la question de Thibaut « Qu'est-ce qu'on mange ?» Aucune idée, je n'ai pas eu envie d'y réfléchir. Je crois qu'il reste des cornflakes dans le placard. Et elle pourra supporter son irritation, ses soupirs, sa demande implicite de redevenir la sainte qu'il a épousée et qu'il aimait tant, l'adorable Marie. Mais cela lui ferait prendre le risque de n'être plus aimée autant par lui, ni par les autres. Peut-être même le risque de ne plus être aimée du tout. Elle aura tellement changé, Marie. Parce que il est malheureusement des couples et des familles où les ogresses sont interdites de séjour. Alors ça y est, c'est à vous de poser toutes les questions. C'est le moment de demander comment Palo Alto aide ce genre de situation, comme illustré dans le cas de Marie. Je vous invite à aller sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Vous trouverez nos coordonnées dans le descriptif de l'épisode de cette histoire. Merci, à bientôt.